Fan de lutte et de grappling, boum, Dvalishvili contre ses judo. Fan de striking, boum, Neil contre Gary. Fan d'opposition de style, boum, Fluffy contre Kopilov. Fan de MMA en général, de violence, de stratégie, de finesse technique, le co-main event, Whittaker contre Costa, le main event, Ilia Topuria contre Alex Volkanovski. Tout le monde sera servi pour l'UFC 298. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, le média où nous analysons l'art de la bagarre et étudions la science de la violence. Aujourd'hui, nous analysons la carte principale de l'UFC 298 avec l'angle des cotes de Paris. Et comme toujours, je suis accompagné de Brian Boulan. Brian, quel est ton combat préféré sur cette carte principale et pourquoi ? Préféré, je pense que, un peu comme tout le monde, je crois que je vais vraiment attendre le main event, Topuria contre Volkanovski, avec beaucoup d'impatience, même si je t'avoue que j'ai très hâte, un peu pour tous les combats quand même. Ouais, ça, je pense que c'est un peu la vie générale. Tous les combats sont géniaux, mais c'est difficile de passer au-dessus de cet incroyable main event qu'on va avoir. Donc cet épisode, comme d'habitude, est présenté par unibet.fr. On balance le pré-roll et on est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à eux pour leur confiance. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € à l'inscription. Si vous vous lancez, s'il vous plaît, prenez une approche récréative et faites-le de manière responsable. Alors, on se lance directement, Brian, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur chacun des combats. Le premier combat de la carte principale, on est à l'entrée du top 15 des middleweight entre deux très solides prospects. Anthony Fluffy Hernandez, 11 victoires, 2 défaites, contre Roman Kopilov, 12 victoires, 2 défaites. Les deux sont en confiance, 4 victoires consécutives de part et d'autre, et 7 finishes sur ces 8 combats en question. Moi, j'aime bien ce combat. J'aime beaucoup ce combat. Vas-y, dis-moi. J'allais dire, mais pas la même opposition quand même, je trouve. Non, effectivement, pas la même opposition et ça va être justement intéressant de pouvoir analyser par ce biais-là. Commençons peut-être par Hernandez parce que j'ai l'impression qu'en Europe, en tout cas, sur le territoire français, Roman Kopilov fait peut-être un peu plus le buzz, est un peu mieux connu du public. En tout cas, c'est ce que j'ai eu l'impression sur Twitter quand j'ai parlé de ce combat. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans. Peut-être que c'est parce qu'il a eu une très belle victoire à l'UFC Paris la première fois. Donc voilà, on va faire un petit descriptif de Hernandez. Alors moi, je vais juste dire deux choses qui en disent long sur le gars. C'est le mec qui a soumis Rodolfo Vieira et il a battu Brendan Allen avant leur carrière à l'UFC. Je pense que rien que ça, déjà, ça annonce un peu la couleur de ce mec qu'on ne connaît pas encore très bien dans la division. Et ça alimente, enfin, ce combat-là alimente ce qu'on avait dit sur, je sais plus quel podcast récent, mais j'ai l'impression que la division middleweight, elle va commencer à avoir beaucoup de regards dans les prochains mois, parce que le talent commence à gagner en profondeur dans cette division. Bah écoute, ouais, moi je t'avoue que je connaissais pas réellement, tu vois. J'ai découvert, je fais, wow, comment je suis passé à côté de ce type-là, tu vois. Mais comment je suis passé à côté de ce type-là? Je pense que ça explique aussi vis-à-vis de son, comment dire ça, de ce qu'il peut, s'il a du flow ou pas de flow, tu vois. Je trouve que Kopilov a un petit peu plus de flow, les gens peuvent peut-être plus facilement se mettre à la place d'eux, tu vois. Et Anthony Hernandez a peut-être un peu moins de flow, mais par contre, dans la cage, il est vraiment généreux, quoi. Et techniquement, et le cardio, enfin, non, c'est assez hallucinant, assez hallucinant. Ouais, alors, statistiquement, il tente en moyenne 4 amenés au sol par round et il en réussit un peu plus de la moitié. Et en moyenne, par round, il tente une soumission. Alors, je sais que statistiquement, les gens, quand ils entendent ça, ils vont se dire, ouais, ça m'a pas l'air énorme. C'est vraiment énorme, les gars. C'est vraiment énorme. Regardez ses combats, c'est middleweight, quoi. Il combat comme un flyweight, un bantamweight. Il a un volume de jeu qui est impressionnant. Il s'arrête jamais. Non, c'est vraiment, comme je te dis, je me dis, comment je suis passé à côté de ce type-là, quoi. Ouais, et il a la spéciale, je pars du dos, enfin, j'ai le dos, je pars sur une guillotine, qui est Ouais, entre assez autres. spectaculaire. Ouais, il a un niveau exceptionnel au sol, un grappling très agressif
Mhm. Et debout, je trouve que sa boxe, ça fait pas partie du top de la division, mais elle est décente, quoi. Elle fonctionne bien avec son jeu. Elle fonctionne bien avec son style. Elle lui sert très bien pour ouvrir son grappling, je trouve. Oui, debout, moi je trouve ça très propre. Des combinaisons simples, hein, le crochet avant, le direct, donc le 3-2, tout simple, qui touche bien. Il est confiant debout. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est que je le trouve très confiant partout. Et alors, les petits éléments qui me font dire qu'il est réellement confiant, c'est que il va mettre au sol, il va se retrouver dans une position, et plutôt que d'aller chercher à frapper en puissance un petit peu au petit bonheur la chance, il va vraiment regarder la situation avant de frapper et viser, tu vois. Ouais. Et on s'en rend peut-être pas compte, hein, ou les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais en combat, des fois, vous voulez juste taper en espérant que ça se finisse, quoi. Vous n'êtes pas là en train de regarder un petit peu la situation. Faut vraiment avoir une confiance dans ses capacités, euh, vraiment très importante. Et je pense que rien que ces éléments-là montrent un petit peu à quel niveau il est, tu vois. Ouais, c'est vraiment un des noms à suivre et il fait face à Kopilov qui est considéré aussi comme un des noms qu'il faut commencer à suivre de près dans la division. Mm. Donc Kopilov, je vais aussi dire quelques trucs enfin, un élément qui en dit long sur son style. 11 victoires par KO sur ses 12 combats gagnés. C'est un énorme rate en sachant qu'il a déjà 6 combats à l'UFC. Euh, Ouais, je pense que ça en dit long sur son style. Donc c'est quelqu'un qui accueille l'échange à bras ouverts. Statistiquement, c'est pas impressionnant. Il donne autant qu'il reçoit. Mais quand tu regardes son style, voilà, il accepte l'échange parce que il a confiance en ses capacités dans l'échange et il a toujours un meilleur positionnement quand il est dans la poche, ce qui lui permet de générer plus de puissance et d'être plus impactant sur les frappes qu'il envoie par rapport aux frappes qu'il encaisse. Ouais, ouais, ouais. Bah, il est pas très grand, hein, pour la KT, hein. Non. 1m83, je trouve pas très imposant. Gaucher, très bon kickboxer, mais effectivement, euh, souvent les bons kickboxers ont un avantage d'allonge, tu vois. Ils sont assez Mhm. imposants, assez grands. Lui, c'est un peu l'inverse et c'est souvent là où il peut faire la différence. J'aime beaucoup comment il travaille ses low kicks. Euh, il est relativement patient, ses jambes, très bonnes jambes, mais un peu plus classique, quoi. Vraiment type kickboxer pour du MMA, je trouve. Ouais, c'est un style kickboxer bien adapté au MMA, dur au mal, qui va te faire tomber avant lui. Et on va quand même parler de sa lutte défensive. Statistiquement, elle est Mhm. décente, hein, 92% de réussite sur sa lutte défensive, ce qui va automatiquement lui servir ici parce que voilà, moi je parle quand même d'opposition de style. Je pense que Kopilov, c'est dans son intérêt de garder le combat debout et d'essayer d'aller tabasser Mhm. Hernandez debout. Hernandez, il doit pas avoir trop confiance en son pied-point dans ce combat. Il doit vraiment essayer de maximiser les phases de grappling. Mhm. Ah oui. Et donc, c'est important de notifier que, bah voilà, en lutte offensive du côté de Hernandez, on est à 57%. C'est pas extraordinaire, mais il a un style. Je vais pas le comparer à Merab. On en parlera juste après de Merab, mais ouais, il a un style C'est le, où m- c'est actif, actif, actif. Il faut pas que tout passe Mhm. parce qu'il envoie, enfin, C'est il le même tente tellement de principe. takedown. Ouais, c'est le même principe parce que comme je le disais, Mhm. il en tente 4 par round. Donc il suffit qu'il y en ait un sur 4 qui passe et la réalité c'est qu'il y en a plus que 2 sur Mhm. 4 qui passent statistiquement, donc ça lui suffit. Face à Kopilov, il aura peut-être un peu plus de mal que face à certains de ses précédents adversaires, mais à moins qu'il se fasse éteindre rapidement dans le combat, je pense que ça va aller au sol et je grille déjà qui est favori dans ce combat et ça justifie son statut de favori contre Kopilov. Ouais, sachant qu'il y a un autre élément entre les deux, je trouve, j'ai l'impression que Kopilov aime bien gérer son combat, tu vois. Gérer Mhm. le rythme, il est relativement patient, il va pas forcément imposer de pression et tout, alors que de l'autre côté, on a un Hernandez qui, lui, démarre et puis bah, c'est une sorte de rouleau compresseur, il s'arrête pas, ça peut aller dans tous J'allais le les dire. sens, ça le dérange pas. Et, et ça, c'est encore pour moi un élément qui va un petit peu avantager pour moi Hernandez, quoi. Hmm. Eh ben, après cette analyse du combat, passons au code de Paris. Alors moi, je t'avoue que je suis un peu ennuyé. Hernandez est favori à 1,35 contre 2,95 pour Kopilov.
On est sur un 70-30 pour le grappleur. Hier, quand j'étais en train de préparer mes notes, on était sur un 65-35 et ça s'est écarté. Et donc moi, ça m'ennuyait parce que je trouve que le 65-35, c'était le bon rate. Maintenant, je trouve que 70-30, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, un tout petit peu. Et j'avoue que j'espérais que la hype de Kopylov équilibrerait les cotes davantage vers le 50-50 pour que je puisse aller mettre des unités sur Hernandez parce que j'aurais trouvé de la valeur sur Hernandez à 60-40 par exemple. Donc ici, je pense pas le jouer. Je pense rester loin de celui-ci, surtout avec le nouvel écart, parce qu'en fait 2,95 sur Kopylov me semble être une meilleure valeur que 1,35 sur Hernandez, mais je vois vraiment Hernandez gagner à moins de se faire surprendre debout. Et 30% pour un coup de maître debout, c'est pas assez pour moi. Donc moi, je pense rester loin de celui-ci. Je sais pas si toi, tu te positionnes dessus. Non, moi je me suis pas positionné dessus. J'aurais pu, hein, tu vois, genre si j'avais vraiment... Peut-être que quelqu'un qui a un peu plus confiance dans Kopylov, tu vois, qui le suit depuis quelques temps et qui voit des ouvertures, va nous dire peut-être en commentaire que lui, il mettrait son unité dessus, parce que ça reste quand même très intéressant. Moi, je suis resté loin de ce combat quand même. Je trouve que la cote n'est pas intéressante. Je veux quand même mettre un peu de respect sur Kopylov. Donc, je peux aussi le voir trouver une ouverture sur un Hernandez qui arrive un petit peu trop confiant, notamment parce qu'il a vu les cotes, tu vois. Ce genre de choses, quoi. Donc je préfère rester un petit peu loin. Ouais, alors moi je vais quand même tenir un œil sur l'évolution parce que je pense que si Hernandez refait un pas vers le centre et que ça passe à 1,50, je vais me positionner sur Hernandez. Si Kopylov passe, j'en sais rien, moi si ça continue à s'écarter, tout est possible. Si Kopylov passe au-dessus de 3,20, 3 c'est peut-être un peu trop peu pour moi, mais ouais, s'il est à 3,20, il y a vraiment de la valeur sur Kopylov. Si Hernandez revient vers le 1,50, il y a de la valeur sur Hernandez. Donc je sais que la semaine passée j'ai oublié de le poster sur Twitter, mais les gars, suivez-nous aussi sur Twitter parce que c'est là où on va officialiser nos paris. Brian et moi on prépare cet épisode-ci et c'est surtout après qu'on réfléchit à exactement tout ce qu'on fait. Bon, moi je me suis déjà positionné sur certains combats ici, donc il y aura quelques spoilers, on va dire. On passe au combat suivant. Donc j'en profite tant que je suis en train de faire la pub pour Twitter. Je fais la pub pour YouTube aussi. Hein. Si tu es en train de suivre cet épisode et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Il y a 50% des gens qui regardent nos épisodes sans être abonnés. Ça rend fou. Non, ça rend pas fou. Mais là, on est sur la route vers les 50 000. Aidez-nous à les atteindre le plus vite possible. Et commentez pour donner du référencement. Donc, quel est votre combat préféré? Quels sont vos pronostics? Sur ce genre d'épisode, il y a vraiment pas mal de choses sur lesquelles échanger. Ok, deuxième combat. Merab Dvalishvili contre l'ancien champion flyweight, l'ancien champion bantamweight, le médaillé d'or aux Jeux Olympiques, Henry Cejudo. Merab, il est sur 9 victoires consécutives. Cejudo, il avait pris et défendu les 2 ceintures avant de partir à la retraite. Il est sorti de sa retraite pour le partenaire d'entraînement de Merab et il a frôlé de récupérer son titre puisqu'il a perdu à la décision partagée contre Aljamain Sterling. C'était un combat de psychopathe et celui-ci, c'est aussi un combat de psychopathe. Commençons par décrire Merab. Moi, le premier truc que j'ai noté, c'est chien. C'est un chien. C'est un chien enragé dans la cage. T'as utilisé rouleau compresseur pour Hernandez, donc je peux pas réutiliser rouleau compresseur ici pour Merab, donc je vais aller un point plus loin. C'est vraiment un chien enragé dans une cage. Ouais. Je sais pas du tout. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je reste sur rouleau compresseur. Peut-être pas rouleau compresseur, mais comment on traduit ça en français? Relentless. Robbie Lawler. Ouais, voilà. Parce que c'est son surnom. Mais Relentless. Ouais, inarrêtable. Ouais, mais pas inarrêtable dans... Mais pas inarrêtable. Il s'arrête jamais au niveau du cardio. Ouais, c'est ça. Il s'arrête jamais. Ouais, il se relance tout le temps. Il relance. En fait, on aurait pu dire simplement son surnom à lui plutôt que celui de Robbie Lawler. C'est The Machine. Hein, The Machine. Ouais. La voilà, machine. C'est une machine. Voilà. C'est une machine. La machine. Et c'est vrai que c'est apparemment dans la cage c'est une machine. En dehors de la cage c'est une machine. Au lit c'est non pardon. Oui aussi, mais il s'entraîne tout le temps. Il s'arrête jamais. Non, c'est vraiment. Il a des goûts un peu. Tu parlais Oli, il a des goûts un peu similaires à Georges Saint-Pierre sur ce domaine-là apparemment. Mais voilà, il s'arrête jamais. Il s'entraîne, je sais pas combien de fois. C'est sans interruption.
Et c'est pour ça que j'utilisais un peu le terme relentless, mais la machine, ça, il n'y a pas de fatigue, quoi. C'est comme s'il était jamais fatigué, ce type-là. Ouais, bah, c'est ce qu'on a vu contre Petr Yan. Alors bon, on avait nuancé ça, hein. Après Petr Yan, on avait dit, ok, il s'arrête jamais. C'est ultra impressionnant. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'était son rythme pendant 25 minutes. Voilà. Bon, ici c'est sur du 3 rounds, donc je le vois pas fatigué, même si on est sur le rythme de Cerudo, et j'ai pas l'impression que c'est Cerudo qui va vraiment imposer un autre rythme que celui de Merab. Je pense que c'est difficile de faire quoi que ce soit par rapport au rythme de Merab. T'es plus, soit tu le subis, soit tu le gères. C'est vraiment ça. Tu le subis, tu perds, tu le gères, t'as une porte vers la victoire. Encore une fois, hein, j'ai pris quelques stats pour cet épisode. Lui, il tente plus qu'un takedown par minute. Et son objectif, c'est pas de l'obtenir spécialement, c'est vraiment de fatiguer mentalement et physiquement. Il impose un rythme qui est insoutenable, même debout. Il t'envoie 11 frappes par minute. Il y en a que 4,46 qui touchent à la minute, mais il y a un volume debout, il y a un volume en lutte, il y a un volume une fois que tu es au sol, c'est du non-stop. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de Merab, tout le monde comprend vraiment notre vision par rapport à lui. Maintenant, parlons de Cerudo. Comment est-ce que tu le décrirais? Évidemment, il a une excellente lutte, hein, ancien médaillé d'or au JO. Bah, automatiquement, ça lui donne une bonne lutte qu'il a quand même relativement bien adapté au MMA. Bonne Même lutte. si... Que ça? Une bonne lutte, J'ai dit relativement bonne. Champion olympique, quoi. C'est oui, un des meilleurs lutteurs qu'on ait pu avoir en MMA, quoi. Je crois que je suis fatigué. Non, mais c'est un peu comme le pas mal, tu vois. C'est très belge. C'est pas mal, en fait, ça veut dire excellent. C'est mieux que bien. Et là, c'est relativement bien. C'est mieux qu'excellent. Voilà, on va dire ça comme ça. Et alors, c'est couplé à un style karaté. Ce qui est intéressant par rapport à la distance que c'est les distances sur lesquelles Cerudo est performant. Ouais, mais écoute, moi je me suis regardé quelques petits combats ce matin et puis sa finale des Jeux Olympiques avec mon fils et je l'ai décrit comme ça parce que mon fils fait de la lutte et du karaté. Je lui dis regarde, c'est un des plus grands lutteurs du MMA et regarde son style de karaté. Ouais, il a beaucoup aimé parce qu'on est vraiment sur du style karaté, ce qu'il fait, tu vois. Donc ouais, pour moi c'est un lutteur karatéka qui a très très bien adapté son style au MMA et ça personne ne pourra dire le contraire parce que c'est un double champion UFC. Y a rien à dire. Très calculateur, pour les anglophones, ceux qui parlent anglais tout simplement, vous pouvez le suivre sur ses analyses, sur sa page Instagram et voilà, il a une approche réfléchie, une approche toujours très intéressante. Je suis d'accord. Et alors ici, j'ai oublié de dire cette stat, mais elle est intéressante évidemment. Il y a que 2 combattants qui l'ont amené au sol dans sa carrière MMA. C'est Mighty Mouse, une fois en 2 combats, et Sterling 4 fois sur le dernier combat. Donc il y a quand même ce côté intriguant par rapport au combat de Merab. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux dire par rapport à ça ou je passe au code de Paris? Non, là c'est bon, je pense qu'on a fait une bonne description. Si, on pourrait peut-être parler quand même de... Non, on va en parler après. Ok, bah alors les codes de Paris. La dernière chose, la dernière chose quand même pour Cerudo, c'est que il s'était mis à la retraite, il faut en parler. Oui. Et il était sur une sortie de retraite directement pour la ceinture, sachant qu'il n'a pas fait une retraite très sportive. Donc on l'a vu prendre énormément de poids, passer à un statut de coach. Et son retour, en tout cas pour moi personnellement, je pense que son premier combat de retour n'était pas des plus optimales, tu vois. Non, clairement pas. Voilà, clairement c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Ouais, je pense que le camp d'entraînement était relativement court pour un retour venant d'une période un peu plus où il a pris du poids. Et par contre, le fait d'avoir mis la casquette de coach, je pense que ça peut être bénéfique à sa carrière. Oui. Mais il faut qu'il le mette de côté pour se concentrer sur sa carrière maintenant. Le fait qu'il ait fait une transition temporaire avec cette casquette, c'est très bénéfique selon moi. Mais s'il continue à être coach et combattant, là par contre, tu sais pas être en progression optimale. Merab est favori à 1,44, 2,58 pour Cerudo. On est sur un 65-35. Donc pour moi, la grande question, c'est voilà, en 3 rounds, on sait que Merab va mettre une intensité de ouf. Cerudo, il a déjà fait des combats intensifs sur 5 rounds, donc on sait qu'il est capable de, voilà, il a un bon cardio. Maintenant, est-ce qu'il est capable de gérer ce type de pression et est-ce qu'il est capable de rester debout en étant impactant? Donc moi, j'ai vraiment une question, c'est est-ce que ce serait pas dans l'intérêt de Cerudo d'amener Merab au sol
ou plutôt de se dire, ok, on est en opposition de style, grosso modo, dans ce combat. Si j'arrive à maintenir Merab debout, c'est là où je peux m'imposer parce que le pied-point de Cerudo est quand même plus technique, plus propre, peut-être un peu plus efficace aussi. Donc voilà ma petite analyse. Et moi, ça me donne envie de mettre ma pièce sur Cerudo et j'ai aussi envie de mettre une pièce sur le combat va à la décision. J'ai du mal à voir un finish dans ce combat. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, moi je mets ma pièce sur Cerudo. Sur la décision, ouais, je pense aussi que ça ira à la décision, clairement. Ouais. Pour moi, Alors c'est j'ai les regardé deux. la décision, c'est pas super intéressant, mais c'est pas mauvais non plus. 1,35. Voilà, ça reflète ce que les gens pensent. Les deux sont très résistants, très résistants, très durables. Les deux sont pas spécialement des finishers, hein. Merab, c'est Non, pas, voilà, ok. c'est une C'est machine de pour ça que la cote décision. est pas non plus. Voilà, et Cerudo, il a fini des combats, mais à haut niveau, il est plutôt aussi sur des décisions, même en 5 rounds. Donc voilà. Et moi, ce qui me rassure pour Cerudo, c'est son combat contre Marlon Moraes. Alors, c'est pas du tout le même style, mais il a vraiment subi et il est revenu avec une très belle adaptation dans le combat et ça Mhm. montre qu'il est capable de gérer un certain type de pression et je pense pas que la pression Merab sera insoutenable pour lui. Je pense qu'il sera vraiment capable d'être dans un dogfight, comme on dit en anglais. Ouais. Alors moi, ce qui m'a rassuré, je suis remonté un peu loin. Donc, ce qui m'a rassuré, c'est une défaite. Alors, de Merab en 2017. Je suis remonté loin. T'es allé voir ses Contre- débuts à l'UFC où en fait, il a que 2 défaites à l'UFC, ce sont ses 2 premiers combats. Ouais, Tu te dis, c'est il y a des mecs c'est qui auraient son, sauté à ce moment-là. c'est son tout premier combat. Ok. Donc, sur la guillotine, je pense qu'il gagnait le combat, hein, contre Ricky Simon, non? Contre Ricky Simon, ouais, il gagne les J'ai 2 même pas regardé. premiers, Pour il moi, perd le troisième et ça aurait dû être un 29-28. C'était une c'était situation étrange. particulière. Ouais, C'était c'était ouais, c'était une étrange. situation particulière. Donc, je me rappelais de ça, donc j'ai pas regardé. Par contre, je suis parti regarder Frankie Saenz. Et là, une fois, j'ai eu une sorte de révélation comme ça, tu vois. Euh, Parce que Frankie Saenz, personne ne le connaît, on est d'accord. Là, c'est Je un sais pas bon combattant, mais il est C'est un plus à bon l'UFC, quoi. combattant, mais voilà, il est plus à l'UFC, il a pas non plus les Il a pas skills. fait grande carrière, non. Et alors, Frankie Saenz a gagné, quoi. Il a gagné. Et comment il a gagné? En défendant les takedowns et en allant chercher le clinch et les genoux. Et qui est un des meilleurs à mettre des clinches et des genoux en 61 kilos? Qui est un des meilleurs, enfin bien meilleur que Frankie Saenz pour pouvoir défendre en lutte Mhm. dans un scramble et se retrouver sur des positions au-dessus? Ouais. Qui va être le meilleur pour garder une distance type karaté? Parce que je me demande si Frankie Saenz n'est pas gaucher en plus. Et ouais, je crois que c'était ça. Et il Ouais. avait une distance relativement longue. Tu vois. Hmm. Et il a trouvé les solutions. Alors que c'est même pas, je sais même pas s'il a côtoyé le top 20, tu vois. T'es vraiment l'investigateur, toi, hein. Ouais, ouais, Euh, ouais. Et donc, je vois un monde où on a un Cerudo qui revient, bien en forme, bien confiant, qui a bien étudié, qui est allé, mhm. comme moi, très très loin dans son investigation, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, enfin voilà, hein, Ouais, il a pas c'est le genre été de gars qui va le faire. triple champion pour rien, et qui s'est rendu compte que oui, on a un adversaire, un Merab, qui peut rentrer, qui peut avoir une tête disponible pour un clinch. Dans ses amenées de takedown, lui, ce qu'il veut, c'est le contact, et après, grinder pour obtenir la position. Et au contact, enfin voilà, on a quand même un champion olympique qui a fait de la lutte universitaire, parce que la lutte universitaire, voilà, au niveau du scramble, c'est quand même très très développé, qui aura les ouvertures beaucoup plus. Techniquement, il y a plein d'erreurs chez Frankie Saenz, tu vois. Quand tu vois sa lutte, il s'en sort, il fait d'énormes erreurs. C'est des erreurs que il y a pas un seul monde où Cerudo fait les mêmes erreurs que lui, tu vois. Ouais. Et c'était en 3 rounds. Et je vais rajouter un petit truc, c'est Sterling, je pense qu'il a eu beaucoup de succès sur ses amenées au sol et son contrôle parce que il a un peu le style mix entre lutte et grappling. Alors que Exactement. Merab est plutôt 100% lutte et beaucoup Voilà. moins grappe. Donc ouais, je te rejoins. Et à 2,58, Ouais, c'est c'est intéressant beaucoup. comme cote. Voilà, c'est ça. Ah ouais, C'est non, juste trop intéressant que pour laisser passer. Donc pour moi, ce combat, c'est clairement un dog or pass Ah et ouais, ouais. clairement trop attrayant que pour passer à côté. Donc je pense mettre voilà, une unité dessus.
je mettrais peut-être pas une unité entière sur ça va à la décision, mais un 0,5 ou un truc comme ça. Comme ça, je suis gagnant aussi si Cerudo arrive à finaliser. Évidemment, je perds tout si Merab gagne par autre chose qu'une décision. Mais voilà, je me sens assez confortable dans cette cote, et toi aussi vraisemblablement. Donc, passons au Ouais, suivant. ouais, juste pour préciser, on n'a pas fait d'analyse sur ce combat-là. Vous avez pas fait finalement Non, 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 avec ça a sauté. Juste pour préciser, là, on est vraiment sur un dog or pass, hein. On n'est pas en train de dire que Merab, il est surcoté ou des trucs comme ça, hein. Non, 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 Je du tout, précise du bien, tout. je précise bien. Non, non, Merab, il est favori sur ce combat-là. C'est très légitime. Mais par contre, je pense que tous les deux, on est d'accord qu'on voit un monde où Cerudo, il peut montrer, enfin, il n'a pas été triple champion pour rien, quoi. En fait, moi, simplement, si je devais donner des cotes à ce combat-là, on serait très, très proche du 50-50. Donc, le fait qu'on soit à Je suis d'accord. 65-35, bah, je vais évidemment mettre sur celui qu'on donne à 35. Ah oui, bien sûr. C'est aussi Je ça. suis En d'accord. fait, pour vous expliquer la situation, c'est si les cotes étaient inversées, si Merab était à 2,58, bah, j'aurais mis mon unité sur Ah Merab, oui, ouais. clairement, clairement. Donc Mhm. là, on n'est pas en train de donc ça c'est très important dans ce type de podcast. On n'est pas en train de pronostiquer, on est en train de se positionner sur là où il y Mhm. a de la valeur. C'est pas spécialement Ouais. celui qu'on va gagner, mais c'est celui où on se dit, bah, les cotes lui manquent un tout petit peu de respect. Et là, je pense que Cerudo, on lui manque un tout petit peu de respect en le Mhm. mettant à 2,58. Et j'aime bien qu'on parle de ça parce qu'il y a un autre combat dans lequel je pense la même chose. Ok, Vas-y. troisième combat. Alors, d'abord, pour voir cet événement, les amis, c'est sur RMC. On a un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore votre abonnement, c'est le moment de le prendre. C'est vraiment le moment de le prendre parce que cet événement est à ne pas manquer. Prochain combat, Striker contre Striker. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Yann Gary, invaincu en 13 combats professionnels, ancien champion du Cage Warriors, 10e au classement welterweight de l'UFC. Il prend Jeff Neal, 2 places devant lui au classement. Jeff Neal est à 15-5 en carrière. Commençons par Yann Gary, en restant sur le plan sportif, s'il te plaît. Moi, je le J'ai même pas décris. pensé. Bah ouais, non, mais parce que les gens, Non, voilà, on sait. Ouais. plan sportif, oui, Je sais pas si 100%. toi tu le connais un peu personnellement, de l'avoir croisé Oui, au Cage Warriors ou pas. enfin, personnellement, oui, on le croisait, oui, oui, oui. Ouais, moi C'est... j'avais Mais passé bon, quelques soirées avec lui et j'ai quand même juste c'était il y dire a ça. quelques années quand même, hein. Je trouve ça bizarre parce que moi j'ai vraiment eu un très bon feeling avec ce gars-là. Je le trouve vraiment très chouette humainement et j'ai l'impression que t'as plusieurs combattants comme ça qui arrivent pas à montrer leur personnalité au travers de leur réseau et ça se retourne contre eux. Parce qu'en fait, moi, l'aperçu et le feeling que j'ai par rapport à Ian Gary est très positif. Et finalement, tu as quasi une unanimité sur le fait qu'il est détestable. Et il y a un décalage entre, entre les deux. Donc bref, Ouais, après, quand, tu vois, quand on est en fight week et tout, c'est cool, tout le monde est chill, tu vois. Mais ouais, bon, ouais, ouais. c'est fait virer combien de salles déjà? Ouais, mais c'est vrai, il y a d'autres Tu vois, à un indicateurs. Il moment y a d'autres donné, indicateurs, je suis d'accord. Je suis d'accord. il y a des gars, moi, que... Tu vois aussi des fois la personnalité dans la prise en compte de l'autre, tu vois, hein. Bien Donc sûr. tu peux être cool à l'extérieur, tu vas boire un verre avec des potes, etc. Et puis à la salle, tu penses juste à toi, pas aux autres. T'es pas une bonne personne, tu vois. Donc moi, je vois juste ça. 3 salles, 3 ou 4 salles, je sais même pas combien, tu vois. 3 ou 4 salles. La plupart du temps, les gens que je connais qui sont fait virer 3 ou 4 salles, euh, il y a un problème, tu vois, Ouais. dans, dans Quelque l'autre, part. Ouais, quelque après, part. c'est vrai que Et moi genre, je juge sur 3-4 est-ce que, soirées, voilà. ouais, voilà. Est-ce que t'as été cool avec un gars par intérêt parce que tu y vois quelque chose derrière, tu vois? Et par contre, quand il n'y a pas d'intérêt, bah alors là, t'en as rien à faire des autres. Ouais, Bah, c'est comme ça qu'on juge aussi une bonne personne, tu vois. ouais, c'est vrai C'est-à-dire que que même, les gens, ils sont toujours gentils avec moi parce que j'ai une puissance et une influence tellement élevée que, voilà, Yann Gary, il m'a vu, il a dit, ouais, lui, il peut m'apporter quelque chose dans ma carrière. Je vais être sympa avec lui, tu vois. là, tu vois, il avait bien prévu parce que t'es arrivé en disant, mais il est cool comme gars, tu vois. Et voilà. Eh bien non, moi, je vais rééquilibrer les choses. Bon, mais quoi qu'il en soit, Yann Machado, Gary, Ouais. striker complet, hein, il engage, il contre, bonne utilisation des kicks sur les 3 niveaux, il travaille sur les 3 niveaux, anglaise correcte aussi. Il utilise beaucoup les feintes, ça je l'ai mis en majuscule. Feinte très très bonne et Mhm. lecture du jeu, il va capitaliser sur ce qu'il prend comme information sur base de ses feintes. Mhm. Petit défaut, perméable défensivement debout, je Ouais. trouve. Surtout dans ses premiers combats, moi j'ai quand même envie de nuancer, et ça je le mettrai plus dans mon analyse. C'est pour moi il y a eu 3 visages à Yann Gary. C'est Cage Warriors, ok, ce mec il va aller à l'UFC, il va percer de ouf. 3-4 premiers combats à l'UFC, t'es là, tu fais, je me suis peut-être un peu trompé sur lui.
Et puis là, les 2 derniers combats, ok, il est au potentiel qu'on lui donnait quand il était encore au cage. C'est comme ça que je le perçois. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Yann Gary? Non, j'ai ouais, le menton, hein, sa question du menton, tu vois. Donc, il est perméable. C'est vrai qu'il a pris des petits knockdowns quand même, hein. Et donc ça, il faut l'avoir en tête, hein. Bien sûr. Il faut l'avoir en tête. Et après, par contre, peut-être juste préciser, il a toujours été favori, hein. Easy favori, Je pense, hein. modéré, Je pense que dans tous ces combats, il a été huge. favori. Oh là là, modéré. Donc, il a quand même une ascension Eevee. Ouais. Il, il a toujours été très, très favori sur quasi tous ses combats. Ouais. Mais de l'autre côté, il a été actif et vu son âge, je dirais pas que tu vois, il a pris la route facile pour autant. C'est juste qu'il est très talentueux Ah, et il gravit les échelons à une vitesse qui est très cohérente, je trouve. hum, hum, hum. Ouais. D'ailleurs, moi, à un moment, je sais plus après quel combat, déjà après ses débuts UFC et après un autre, et probablement après son 2e combat à l'UFC, j'avais dit ouvertement, genre moi à la place du management de Yann Gary, je le mettrais un peu de côté. Je lui dirais, ok, maintenant t'es 2-0 à Hum, hum, l'UFC, donc ton prochain adversaire serait quelqu'un de plus solide, mais je pense pas que t'aies encore ce niveau-là. Donc travaille sur toi, prends 6-7 mois. Et puis on replanifie un combat à 3 mois, enfin à 2 mois plutôt. Et comme ça, tu combats pas pendant 9 mois. C'est pas, hum, voilà, ça reste acceptable et ça te permet de tourner un coin. Finalement, il n'a pas hum, suivi ce hum. conseil et il m'a donné tort parce qu'il a continué sa série de victoires. Bref. euh, Jeff Neal. Jeff Neal, comment est-ce que tu décrirais son profil sportif? Euh, je dis pas de bêtises, hein, c'est un gaucher, hein. Gaucher, tout à fait. Ouais, gaucher, très puissant. Son surnom Hand of Steel, donc les mains d'acier, de D'acier, fer. ouais. J'étais en train de me dire c'est quel métal encore style. Mains d'acier et tout, donc très puissant, plutôt dans la boxe. Pas très grand pour la KT, Non. non, c'est un élément à avoir en tête, hein. Mhm. Il nous a fait un très très beau combat contre Shafkat, Ouais. qu'il perd sur le dernier round, mais je pense que, enfin voilà, il était présent, il a bien délivré. C'est un mec qui, par contre, je suis un peu étonné dans sa manière de boxer. C'est un gars qui va plutôt reculer, tu vois. Ouais. C'est vraiment étrange, quoi, tu vois. Ça serait Pour plus. un petit, ouais, pour un plus petit, c'est assez rare. En général, les petits, ils aiment bien mettre la distance pour pouvoir justement rentrer dans un certain range. Mm, Mais, mm, et en plus de ça, il a pas vraiment le style Gastelum, tu vois, parce que Gastelum, lui, ce qu'il aime bien faire, c'est se mettre à une distance tellement éloignée que si lui veut rentrer, il a besoin de rentrer, mais si son adversaire plus grand veut le toucher, il a aussi besoin de rentrer. Donc ça lui permet ça mm. de désengager en Ouais. parallèle et garder cette distance, ou bien d'engager quand l'autre engage et être de nouveau à une distance où les deux peuvent se toucher. Donc j'aime beaucoup cette approche de Gastelum. Donc tous ceux qui regardent, hein, si vous êtes petit et que vous affrontez souvent des plus grands, ça c'est une stratégie qui est très intéressante. C'est la pire distance à laquelle vous mettez, c'est celle où vous pouvez pas toucher votre adversaire et lui peut vous toucher. Donc soit vous maximisez les phases où vous êtes à une distance où les deux peuvent se toucher, idéalement sur un angle avantageux pour Mm, vous, mm, ou bien mm. vous mettez une distance où personne ne peut se toucher. Et donc les deux doivent avancer et ça équilibre un peu les choses. Bref, parenthèse finie. Moi j'aime bien ce que tu as dit sur Jeff Neal. Moi j'ai dit rapide, plutôt anglaise à l'exception de son high kick contre Mike Perry qui nous a tous surpris. Il est beaucoup plus dans l'échange que Yann Gary pour faire une différence entre les deux. Et la très très grosse différence entre les deux, c'est que autant Yann Gary, j'ai dit, il travaille beaucoup sur les 3 niveaux. Autant Jeff Neal, et on va de nouveau se faire insulter parce que je vais de nouveau utiliser un anglicisme, c'est un headhunter. J'avais pas envie de dire chasseur de tête, je trouve ça nul en français, désolé. Jeff Neal, c'est un headhunter. C'est quelqu'un qui va chasser la tête. Je pense que dans tous ses combats, j'avais fait une fois une analyse, je pense que c'est sur la sueur. Tous ses combats, plus de 90% de ses frappes vont vers la tête. C'est énorme. Ouais, C'est c'est une énorme. statistique que j'avais pas, mais Ouais, c'est énorme. c'est encore un petit élément qui, ouais, pour moi, là, on va parler de la cote après, tu vois, mais Ouais. m'étonne pas sur la cote, tu vois. Ben voilà, on passons à la cote. Hein. 1,41 pour Yann Gary. Ah oui, très important, j'aurais dû le dire en début de podcast. Bon, moi, je prépare toutes mes notes la veille au soir. Mhm. Le temps qu'on enregistre le podcast, qu'on publie le podcast, que vous l'écoutiez, peut-être que vous l'écouterez demain par rapport à nous maintenant. Il est 8h42 le 15 février. Les cotes ont peut-être bougé. Hein. Donc, on fait une analyse vraiment par rapport aux cotes actuelles. Donc, Yann Gary est à 1,41. J'allais dire Neil Magny. Jeff Neal est à 2,68. Donc, on est légèrement au-dessus du 65-35. Pour moi, ça reflète ma réalité.
Et même si on est sur une réalité, je trouve qu'il y a de la valeur à jouer Yann Gary. Elle Parce est descendue que... à 1,38 là actuellement. Ah mince, je perds 0,03. Malgré tout, je pense, ouais, je pense mettre 2 unités contre lui parce que pour moi, son style est devenu ce qu'il doit. Je pense il a vraiment peaufiné son style. Il est dans son flow, il est en confiance. Euh, pour moi, Jeff Neal, il peut le surprendre, clairement. Il peut le Oui. surprendre avec sa puissance de frappe. Mais dans l'ensemble, je crois que Yann Gary va dominer. Et je vois pas Jeff Neal capable d'amener Yann Gary au sol. Yann Gary a quand même une bonne défense Mm. de lutte. Il a un bon grappling, défensif comme offensif. La performance de Yann Gary était intelligente contre Magny. Elle était impressionnante contre Rodriguez. Donc voilà, j'ai assez confiance en lui et je pense mettre 2 unités. Moi, je vais rien mettre dessus pour l'instant. Je vois Gary, ouais, large favori. Je vois pas trop un monde où où Geoff Neal puisse trouver. Par contre, clairement, il y a cette perméabilité dont tu as parlé, ce menton. Donc, je pense que certains pourraient y voir un dog or pass, surtout si vous détestez Yann Gary et que vous espérez le voir éteindre et que Geoff Neal, si vous sentez que ça peut être celui qui vous fera passer ce moment-là, peut-être, tu vois. Mais non, je vois vraiment Yann Gary. On est sur une garde ouverte, hein. Donc, Yann Gary est très très bon sur de la garde ouverte. Il va utiliser ses kicks, il va utiliser son contrôle de main avant, Mhm. son bras arrière. Il désengage bien. Je pense qu'il va respecter le surnom de Geoff Neal, tu vois. J'espère. Ouais. Après, voilà, comme je dis, il y a aussi un monde où il nous a montré qu'il était perméable, il nous a montré que son menton était questionnable, Mhm. et puis il nous a montré qu'il arrivait avec beaucoup de confiance, tu vois, Ouais. beaucoup de confiance dans la cage, et c'est une qualité qui peut vite être un défaut, tu vois. On Excès en de a parlé confiance, récemment, ouais. ouais. Un excès de confiance pourrait vraiment lui coûter cher et le rendre un peu plus humble, en tout cas, tu vois, c'est De souvent, fait. souvent Oui, bien ça sûr, qu'on bien dit, sûr. hein. Mais en fait, je pense qu'il a eu une certaine chance, enfin, j'ai pas envie de dire chance, hein, mais dans ses premiers combats à l'UFC, il s'est fait connecter. Hum, hum, hum. Probablement parce qu'il était trop confiant. Et comme on en a Ouais, parlé dans le podcast sur PLS contre Ziam, l'excès de confiance te donne l'impression d'être intouchable alors que tu l'es. invincible, ouais. Et ça te donne un peu ces petits moments d'inattention, ces petits moments de laxisme qui en MMA se coûtent très cher. Hum, Alors la hum. chance de Yann Gary, c'est que dans ces moments-là, il s'est fait connecter, mais pas par des gros punchers, même si Kenan Song frappe plutôt fort. Il s'est fait connecter et ça lui a permis d'avoir les combats que j'appelle parfaits, dans le sens où le combat parfait, c'est celui qui te donne du vert sur ton Ouais. tapologie et qui te donne des leçons à tirer pour continuer à progresser. Et je pense que Yann Gary, il Hum. a eu ça et dans ses derniers combats, ben, il a montré qu'il était plus conscient du danger, ce qui le rend meilleur parce qu'il a une meilleure responsabilité défensive. Ok, on a fait le tour de celui-ci. Passons à la suite. On est au co-main event. Alors, on l'a déjà analysé. Donc, Mhm. pour tous ceux qui veulent une analyse complète, allez voir la vidéo sur Whittaker contre Costa. Ici, on va directement se plonger dans Dans les les codes de côtes, ouais. Paris. Alors, on était tous les deux sur un pronostic Whittaker, mais on avait quelques craintes parce que Costa a un style qui, avec le bon game plan, peut vraiment ennuyer Whittaker. Whittaker est à 1,38, Costa est à 2,82. Donc, en gros, Whittaker est autant favori que Yann Gary, tout simplement. Ils sont tous les deux à 1,38. Mhm. Leurs adversaires sont par conséquent tous les deux à 2,82, j'imagine. Ça a encore bougé les cotes. Ah, bah, ça a bougé. L'argent est rentré sur Whittaker. Non, il est à moins que 1,38. Il est à 1,35. Waouh, parce que j'ai préparé les visuels hier matin. Ouais. Je crois qu'il était à 1,48. Hier soir, il était à 1,38. Aujourd'hui, il est à 1,35. Mince. J'avais dit que pour moi, ça, c'était un rare favorite or pass. Et je vais expliquer pourquoi. Ouais. On ne sait pas comment va venir Costa. Costa, il a été bizarre depuis sa défaite contre Israël Adesanya. Il a fait une belle performance contre Vettori, mais c'est pas non plus la dinguerie. Il a perdu un peu de son mystique. Il a battu Luke Rockhold en altitude. Mais voilà, Luke Rockhold, c'est le grand déclin aussi. Donc, on ne sait pas comment il va arriver. Et même si c'est la bonne version de Costa qui arrive, pour moi, Whittaker reste favori. Pas à 65 ni à 70, Mhm.
mais il reste favori. Et pour cette raison, pour moi, c'est un favorite hors pass. J'ai du mal à pouvoir me positionner sur Costa. Je ne sais pas si toi, tu envisageais de le faire, mais Non, moi j'ai 3 rounds, j'étais voilà. plutôt sur 0,5 unités sur la décision. Voilà. Bienvenue au club. Moi aussi, j'étais sur une décision dans ce combat-là. Je sais pas combien elle est la Mm, cote. Je crois que j'ai regardé hier, elle était à 1,75, c'est Ouais, je crois possible. que c'est un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc elle est plus intéressante que dans le combat Cerudo contre Dvalishvili. Et ouais, moi aussi, c'était ma position sur ce combat-ci. Et c'est ça que je voulais dire. Pour moi, c'est un favorite hors pass. Mais est-ce que je prends Whittaker à 1,35 alors qu'il se fait connecter à presque tous ses combats et que son menton lui a fait défaut dans sa dernière sortie? Je pense pas. Je pense pas. S'il était encore à 1,48, peut-être j'aurais réfléchi, mais là, à 1,35, d'office que non. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu penses qu'il y a un pourcentage où il peut se faire connecter, c'est ça? Ouais, j'ai une crainte soit qu'il se fasse connecter, soit que sur 2 rounds, à un moment, il se fait vraiment connecter et que, tu vois, le round bascule pour Paulo Costa. Je peux voir un 29-28 Costa avec un Whittaker qui domine 12 minutes du combat. Mais qu'il y a 2 fois 1 minute 30 dans le premier et dans le deuxième, ou dans le deuxième et dans le troisième, ou dans le 1 et le 3, où Costa connecte bien, cherche un peu à capitaliser dessus et que ça fait basculer l'avis des juges sur 2 rounds. Donc ouais, il y a pas mal de scénarios qui me rendent craintif, et en tout cas le 1,35 est pas assez intéressant. Voilà, comme je disais, à 1,50 j'aurais réfléchi, à 1,35 je réfléchis même pas, je reste loin de me positionner sur quelqu'un dans ce combat. En revanche, le va à la décision m'intéresse parce que Costa reste durable. Je vois pas Whittaker aller chercher absolument le finish. Il le fait quasi jamais. Il a vraiment ce style de si le finish vient, tant mieux. Mais moi, je reste dans mon style et je reste dans ce que j'ai préparé. Et du côté de Costa, comme on a dit, il a un physique impressionnant, mais c'est pas non plus le gros finisher. Non. Surtout à haut niveau, il a toujours eu du mal à finaliser ses adversaires. Même Luke Rockhold en altitude, il l'a pas fait. Donc, voilà, même si on peut commencer à avoir des doutes sur le menton de Whittaker qui lui a beaucoup servi dans beaucoup de ses combats, euh, pour moi la probabilité que ça aille à la décision est quand même haute, et il y a de la valeur sur 1,75 si c'est encore ça aujourd'hui. Ouais, et puis sur son menton, enfin, sur le dernier combat, Duplessis a vraiment dû chercher, tu vois. Oui, Il a bien sûr. couru après, quoi. Il lui a couru après, et je pense pas, si ça touche, je pense que face à Costa, il survivra, tu vois. Ouais. Je vois pas un Costa se faire un sprint et balancer autant de frappes pour obtenir le finish, et même s'il le fait, avoir autant de précision, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça, moi, Donc, je pense qu'il y a vraiment de la valeur sur celui-là. Il y a vraiment de la valeur sur celui-là. mm, mm, mm. Eh ben, on est au main event, hein. Main event. Lui aussi, évidemment, les amis, on l'a Et- déjà analysé en long, en large, en travers. On a frôlé 1 heure d'analyse dessus. Donc, on va pas repasser sur notre analyse. Par contre, les cotes sont intéressantes. Elles se sont resserrées depuis notre podcast et elles se sont réécartées depuis que j'ai préparé ce podcast-ci. Hier, c'était 1,77 et 1,95, je pense. Ça s'est réécarté. Donc, on a vraiment eu un moment où Volkanovski se rapprochait du 50-50. Enfin, les deux se rapprochaient du 50-50. Je pense qu'on a fait l'analyse, on était entre 60 et 65% pour Volkanovski. Hier, on était très très proche, on était vraiment à 52-48 pour Volkanovski. Et maintenant, on repart un peu vers le 55-45 à l'avantage du champion. On est à Mhm. 1,73 pour Volkanovski, on est à 2 pile poil pour Ilia Topuria. Alors, j'ai commencé par te demander si tu as vu cette vidéo sur les statistiques de l'âge dans les combats pour un titre. Ça donne envie Euh, de mettre sur Topuria. Ça donne envie de mettre ouais. sur Topuria. Mm, mm. Mais vous comprendrez à mon intonation de voix que je peux pas laisser le meilleur featherweight de l'histoire passer à 1,73. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ça me fait penser à John Jones qui a ouvert en underdog contre Cyril Gane. On peut pas laisser Ah ça, ouais? passer ça comme parieur. Non, Il John était Jones pas. était underdog. Mais non. Underdog, puis ça a très vite été piqué, mais puis au combat, il était léger favori. Ah ouais. Tu peux pas laisser passer un truc comme ça. Alors oui, il y a des circonstances. Volka sort d'une défaite par KO. On s'inquiète pour son mental. Oui. Blablabla. Mm, Jones, mm, c'était mm. pareil. On s'inquiétait de sa shape. Il était gros sur Ouais. les photos avant le combat. Ouais. On s'inquiétait de sa longue absence. C'était son Mm, premier combat en poids lourd contre quelqu'un qui était très rapide, très mm, mobile. mm. Blablabla. Moi, je pense que Et qui Volkanovski fait a une quelque erreur chose à de. prouver. Et qui fait une erreur de jeunesse au final, tu vois. Ouais, Donc ouais, on a ouais. ça aussi. On pourrait avoir un Ilia qui Mhm. fait une erreur de jeunesse, tu vois. Ouais. Alors, moi, voilà. Je suis vraiment Sur. craintif sur ce combat. Mais je te le dis direct. Il y a 3 unités qui vont sur Volkanovski. Ah ouais. À 1,70. Volkanovski à 1,73. Bah,
mec, c'est une pépite. Ah ouais, oh C'est là cadeau. là là, vas-y, faut J'ai me pas, dire. j'ai pas un degré de confiance élevé en sa victoire, mais pour moi, dans notre analyse, on avait dit, moi je pense que je m'étais positionné sur 60, voire 65. Tu me l'offres à 50, à moins de 55. Mm, Bah, je le prends, mec, je le mm, prends. mm. Après, sachez qu'on a un peu changé nos règles hein, pour les paris. Maintenant, on a notre petite somme d'unités, on se fait plaisir, quoi. Ouais, Donc, il y a ouais, ça ouais. aussi, derrière. On n'est pas en train de compter les sous, enfin, les unités à la fin. On se fait plaisir. Et 3 unités, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre, je Mais peux février comprendre. est un petit mois, hein. On récupère 10 unités très prochainement. Donc, Ouais, c'est non, vrai non, que je peux j'aurais quand même comprendre. refaire le tour de ce qu'on a, mais on est tous, je pense que Il nous en on est tous reste. en positif. Non, non, mais on est tous en positif, Ouais, ouais. Ah, dans je ce pense. cas-là, En tout cas, moi, je suis je mets sûr et certain tapis, d'être je en mets tapis positif. sur toi, tapis sur toi pour rien. Tu sais. Euh, écoute, moi c'est pas tant de savoir au niveau de l'âge parce qu'on est vraiment sur des analyses, tu vois, où on Ouais. fait des moyennes et des statistiques, c'est des moyennes. Hein. Là, quand on a la possibilité d'évaluer individuellement la situation, le contexte et tout, on n'a pas trop d'intérêt. Ça peut conforter, les moyennes peuvent conforter sur certains choix, mais en tout cas, c'est pas en fonction de l'âge que je vais faire un choix dessus, tu vois. Mhm. En tout cas, moi, je vais mettre mon unité sur Topuria, mais ça n'a rien à voir avec l'âge, tu vois. Non, bien sûr. Mais tu avais fait l'analyse que tu Ouais. avais faite. Tu disais que c'était, pour toi, c'est intéressant Topuria. Tu voulais mettre ta pièce dessus. Bon, maintenant, Ouais. évidemment, comme tu as traîné, c'est moins intéressant qu'au moment où on a fait le podcast, mais il est underdog. Et donc, si tu vois vraiment des chemins vers la victoire pour Topuria, il y a de la valeur. Et je pense que nos deux choix, et ça, il y a des combats comme ça. Je pense que 3, 4 fois Mm, depuis qu'on a mm, commencé ce genre de podcast, on a dit, voilà, là, c'est le genre de combat où peu importe ton choix, il y a de la valeur. Et je mm. pense Ouais. que telles que sont les cotes aujourd'hui, il faut se positionner parce que les deux choix ont un solide argument derrière qui donne de la valeur. Moi, je pense que j'ai fait mon argumentaire tel un avocat pour justifier pourquoi je me positionne sur Volkanovski. Et je pense que toi, au cours du podcast qu'on a fait Mm, mm, analytique, tu avais vraiment des solides arguments qui justifient complètement ton unité sur Topuria. Et ouais, mm. Ouais. Après, j'aime bien. moi, j'ai posté rapidement là sur Twitter là, parce qu'on me demandait mon avis, donc j'ai renvoyé à la vidéo et je disais que, enfin voilà, ça a un peu évolué, et que j'ai peur de sous-estimer aussi Volkanovski, tu vois. Ouais, bien sûr, Donc mais ça au c'est tout le final, temps. Voilà, c'est typiquement le genre de combat où Volkanovski peut vraiment nous surprendre, comme dans le 3 contre Max Holloway où tu dis, ok, là, grandiose. Ça peut arriver. ouais, Au même titre que ouais. Ilia Topuria peut venir avec son style un peu nouveau et vraiment être trop dangereux pour Volkanovski Mm. et Mais le surprendre. Donc voilà. ça sent le combat où il y a un des deux camps qui va dire, je vous l'avais dit, tu vois. Ça sent ce combat-là. Donc Ouais, mais les ce sera pro, moins pire que Doumbé Baki. Là, ça va être très très grave. je sais pas, je Ça nous fera pense. un petit échauffement là, Volkanovski Topuria, où les gens vont dire, je vous l'avais dit. Ben, Ouais. mettez votre maison dessus alors si vous êtes Ouais, si ouais. confiant. Non, 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 ne le faites pas, je vais être responsable. Sauf si vous avez, allez, si vous êtes multipropriétaire et que vous avez plus de 300 biens immobiliers, Euh, ouais, vous pouvez mettre euh, un de vos 300 biens dessus, vous pouvez vous le permettre. Mais... donc, moi je précise bien, hein, j'ai fait mon argument. Oh, pardon. Attendez. je tousse pour toi. Désolé, désolé. Moi, comme je disais, hein, il y a un petit côté un peu supporter d'un ancien adversaire. C'est pour ça que je vais Ouais. mettre mes unités sur Topuria parce que je vais croire un petit peu en sa victoire et ça me ferait très plaisir. Mais comme je le dis, je vois les codes, je comprends les codes de Paris, je comprends que tu mets 3 unités, Mhm. mais voilà, j'aimerais voir un Topuria. Enfin, je serais attristé quand même hein, pour Volkanovski, mais je pense que c'est le moment pour lui, tu vois. Et on va peut-être clôturer le podcast sur cette question d'âge, parce que tu m'en parles souvent en off, et tu es en bonne position pour en discuter. Voilà, j'ai pas envie de faire d'erreur, tu as 39 maintenant. 38, 38? 39? 38. 38? Mes excuses, 39 en juin. Ça change pas grand-chose. Non, non, mais voilà. Et tu me dis toi-même que tu te sens plus fort que quand tu avais 34, Bah, 35. je le dis, mais tu l'as senti l'autre jour, non? Exactement, c'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir. Donc, abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo de ouf qui va sortir. Ah Une non, vous êtes vidéo pas prêts où là.
où Brian et moi, on a dû se rencontrer sur Bruxelles à un endroit où il donne cours. Et on a enregistré quelques séquences, notamment au sol. Et pour ceux qui savent pas, Brian et moi, on a travaillé ensemble pendant 5-6 ans Ouais, je pense, ouais. dans ta carrière. Donc, je te connais bien au Mm. palette, au sol, etc., etc. Et là, je te disais que juste en montrant les exercices, ta pression était différente, quoi. À la fin, je me suis relevé, j'avais les côtes compressées, je sentais mes poumons qui avaient eu du mal à prendre de l'air pendant tous les exercices et tout. Et j'avais l'impression vraiment de devoir aller chez l'ostéopathe après, quoi. Donc, ouais, clairement, l'âge n'est qu'un numéro, on va dire. Bon, il y a une limite, évidemment, hein. Si quelqu'un a 49 ans, ben voilà, là, il y a un déclin. Mais Le il a déclin, 36, c'est ça, il a 36. le déclin C'est trop tôt que pour physiologique, dire, ouais. voilà, le déclin physiologique, il démarre à partir de 40 ans. C'est là où toutes les hormones masculines D'où baissent. la crise de la quarantaine. Exactement. Après, sur le déclin des sportifs, au-delà de l'âge, il y a aussi on parle souvent du kilométrage, tu vois. Mhm. Et tu peux être au top physiquement parce que tu as une maturité physique. Et puis bah, psychologiquement, en tout cas, la flamme, tu vois, de combat, d'aller chercher des victoires et tout, elle peut diminuer. C'est aussi ça, hein, la réalité. Et donc, on a des combattants qui sont plus âgés, et on se dit, ah, il est âgé, mais le gars, s'il a commencé sa carrière tardivement et qu'il a la dalle comme un genou, tu vois, euh, eh ben, il sera meilleur qu'un jeune qu'on pense être dans la fleur de l'âge, qui n'a pas une maturité physique. Et si c'est un gars qui fait ça depuis qu'il a 8 ans, qu'il a fait plein de compétitions et qui commence à en avoir marre parce que ses parents qui l'ont mis dedans, tu vois, bah, à 28 ans, il est proche de la fin de carrière, tu vois. Mais c'est ce que C'est j'allais dire 20 ans de carrière, c'est énorme. pour prendre un exemple. Je pense que Max Holloway, clairement, quand il aura 34 ans, 35 ans, on pourra parler de son âge au vu de son kilométrage, Ouais. parce que au-delà du fait qu'il ait une longue carrière, en plus de ça, il va à la guerre, tu vois. C'est pas qu'il a un style Mm. économe. On peut prendre Mayweather en anglaise. Bah, lui, il a pu perdurer davantage dans le temps parce qu'il a un style qui repose sur une excellence défensive. Donc Mm. il y a ça aussi qui joue. Au-delà du kilométrage de la durée de ta carrière, où tu sais que les entraînements, bah, ils pèsent sur ton corps avec la durée. Tu as aussi le type de combat, Bah ouais, ouais. ton style qui va peser. Donc, Mais, et mais, clairement, Volkanovski qui est un peu plus dans la mesure. Il y a quand même certains combats violents, certes, mais il est un peu plus dans la mesure. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il est mm, encore totalement apte. Ok. Mayweather Canelo, tout le monde pensait que Canelo était un Mayweather, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Masterclass. faut partir du principe on commence le sport vers 14 ans, qu'à partir de 20 ans de carrière, tu commences à être un peu sur ton déclin et c'est un peu la fin, tu vois. Donc c'est normal que vers 34, la Mhm. grande majorité des combattants soient sur le déclin, tu vois. Ouais. Mais s'il commence à 8 ans, un gamin qui commence à 8 ans, à fond dans les compétitions, 28 ans, il commence à en avoir marre, hein. Bien sûr. Et s'il n'a pas arrêté avant, parce que c'est une raison. Si vous avez un gosse que vous voulez mettre à la compétition, le mettez pas trop tôt, parce qu'à 18 ans, Mhm. il pourrait vous dire, papa, j'en ai marre, Bien sûr. C'est je veux clair. une vie, il s'arrête, hein. C'est clair. On C'est l'a eu clair. avec plein d'athlètes, hein, Manodou, etc. Ça ferait office d'un très bon podcast, ça, d'ailleurs. C'est un sujet bien à part, mais ouais, Ouais, on va arrêter de digresser. ouais, ouais. Moi, je vais aller commencer à travailler sur l'autre partie de Ça ma va, vie. ça va. Brian, en tout grand merci pour ton excellente préparation. Ça a été, comme d'habitude, on est un peu plus sur un ton léger dans ce podcast et j'apprécie également ça parce qu'il y a vraiment la partie apprentissage et il y a la partie kiff et fun. Merci à toi, merci à tous d'avoir suivi jusque-là. C'était Chris et Brian sur Fight Minds. Abonnez-vous et à très vite. Ciao.